Daniel Kafka, bonjour. Bonjour. Merci de vous être déplacé pour des entretiens. Alors les entretiens au bureau, c'est une première qu'on va inaugurer ensemble. Donc vous êtes l'auteur d'un livre, donc je laisse à nos internautes découvrir le titre. Vous êtes un chef d'orchestre, vous êtes un passionné de musique. Vous avez dirigé des orchestres, on peut le dire, dans le monde entier, y compris en Asie, en Chine, en Corée du Sud, j'imagine, mais aussi en Europe de l'Est, en Russie, quand c'était encore possible, et puis dans plein d'autres pays. J'ai vu aussi, en préparant l'émission, vous avez dirigé l'orchestre de la RAI, la télévision, la radio-télévision nationale italienne, et puis vous avez aussi fondé votre propre orchestre, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai fait votre connaissance. Dire que le livre a été coécrit avec 3 co-auteurs, dont l'un porte votre patronyme aussi. C'est un parent, j'imagine. C'est mon fils. C'est votre fils. Alors chacun a eu un rôle précis à la fois dans la musique et dans l'écriture du livre. Et puis un troisième personnage, j'ai juste retenu son prénom, Christopher. C'est ça ? David Christopher. David Christopher, oui, donc j'ai inversé. Oui. Oui. Alors le livre raconte un peu votre histoire musicale, commencé par votre enfance. Comment vous est venu ? D'abord, je pense qu'un certain nombre d'internautes ont tilté. Vous faites partie des Polonais nés dans la région stéphanoise, plus précisément dans Mondène. Et d'ailleurs, il y a 2 communes, Roche-la-Molière, dont j'ai eu le maire, qui était tout content de vous recevoir, et également le maire et les responsables de la mairie de Firminy. Il y aura des événements qui vous permettront de mettre en avant ce livre. Comment avez-vous découvert votre passion pour la musique ? La musique classique, et puis pas que la musique classique, la musique moderne aussi. Oui, alors c'est une contemporaine. C'est une passion qui vient de l'enfance, non pas parce que j'ai grandi dans un milieu qui est un milieu musical, mais j'ai envie d'être dans une culture musicale. Étant polonais de la 3e génération, il y a une tradition dans les communautés polonaises, c'est qu'on joue beaucoup de musique. Donc j'ai grandi dans un univers musical. Je ne jouais pas d'un instrument enfant, mais mes cousins jouaient d'instruments, on chantait, etc. Et puis à l'adolescence, j'ai découvert Jimi Hendrix. Et la passion est venue de là. Ah oui. Et c'était un raccourci extrêmement rapide. À 15 ans, je découvre Jimi Hendrix. À 16 ans, je fais des études musicales, je découvre la musique de Maurice Ravel et de Richard Wagner. Et pendant quelques années, je joue la musique d'Hendrix et j'étudie la musique de Ravel et de Wagner. Et puis après, il y a un passage qui s'est fait naturellement. Je suis allé vers le répertoire, le grand répertoire symphonique et lyrique. Et quand avez-vous pu devenir professionnel ? Alors, l'étape s'est faite il y a eu 2 étapes. J'ai fait des études, j'étais boulimique, donc j'ai fait des études musicales au Conservatoire Saint-Étienne, puis au Conservatoire de Lyon, puis à l'Université de Saint-Étienne, puis à l'Université de Lyon. Et j'ai eu un premier poste d'enseignement à l'Université de Lyon 2. J'enseignais l'analyse musicale et la direction de chœur. Mais j'ai eu une telle passion pour la musique, la pratique de la musique, que j'ai mené mes études de direction d'orchestre en même temps. Et quand j'ai pu commencer à vivre de ce métier, j'ai lâché mon premier métier d'enseignant pour pratiquer ensuite le métier de chef d'orchestre à plein temps. Alors il y a un nom que j'ai noté aussi sur mes 2 feuillets de préparation. C'est grâce à vous que je l'ai connu il y a très longtemps, c'est Pierre Boulez, dont on découvrira une photographie lors du montage en votre compagnie. Nous rappeler un peu quel est ce personnage qui vous a quand même beaucoup marqué, que vous respectez et appréciez profondément. Absolument marqué. Quand je faisais mes études, je préparais l'agrégation de musicologie. L'œuvre inscrite au programme, il y a une œuvre comme ça, clé, qui est une œuvre qu'on doit analyser toute l'année, c'était Le Marteau 100 mètres de Pierre Boulez. Et donc c'était ma première découverte avec lui. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser à sa musique. J'ai réussi l'agrég grâce à cette œuvre que j'avais profondément étudiée. Et quelques années plus tard, j'ai eu le plaisir de le rencontrer à Paris, à l'initiative du président du Conseil général Pascal Clément et de Philippe Venn, le maire de Montbrison, puisqu'on a eu l'idée, je dirigeais déjà l'ensemble orchestral contemporain, d'inviter Pierre Boulez pour son 75e anniversaire. Et le maire de Montbrison m'a dit, eh bien écoutez, on va inaugurer un centre culturel qui portera son nom. Et qui porte encore son nom. Et alors c'est une anecdote, c'est le premier centre culturel dans le monde qui portait le nom de Pierre Boulez. Maintenant, il y a une salle Pierre Boulez à Berlin, à New York, etc. Quand même dans sa ville natale. Et de là,
faisant ce travail de chef d'orchestre, approfondissant, j'ai commencé à diriger ses œuvres et je le rencontrais chaque fois qu'il fallait pour approfondir ces œuvres que j'ai dirigées à Moscou, à Madrid, à Rome, enfin partout. Est-ce qu'il vous a accompagné parfois avec l'ensemble orchestral contemporain dans un certain nombre, sinon de tournées, du moins de représentations? Je dirais non. Il a vu l'ensemble orchestral contemporain et il nous a entendus à l'IRCAM à Paris. Et surtout, la faveur des faveurs, à la fin de sa vie, il souffrait de cécité. Ah ouais. Et donc, il m'avait invité pour faire une tournée avec son ensemble, parce que j'avais remplacé un collègue souffrant au pied levé. Du jour au lendemain, il fallait diriger un concert Boulez à Dublin. J'ai dit oui. Et donc, pour me remercier, il a fait ça. Et à la fin de sa vie, il m'a demandé si on pouvait enregistrer Dérive 2, son œuvre ultime, avec l'ensemble orchestral contemporain. Donc, il est venu à Montbrison. On a joué son œuvre, il nous a donné quelques conseils pour l'enregistrement. Et après, il m'a dit maintenant, je pars. Et ça, très bien. Donc, ça a été un immense honneur pour nous que de l'approcher et d'avoir ses ultimes conseils. Peut-être une remarque de vocabulaire, qu'est-ce qu'on appelle la musique contemporaine? Est-ce que ça fait un petit peu peur peut-être à ceux qui connaissent que la musique classique, qui ont des références comme Ravel que vous avez cité, ou Beethoven, ou Mozart, ou d'autres? Alors, je dois vous dire que j'aime pas trop ce terme, parce que souvent, derrière l'appellation contemporain, il y a l'idée d'une modernité, ou pour la musique, il y a l'idée d'une musique inaccessible. C'est pourtant le nom de votre orchestre. Hein. Oui, je l'avais appelé contemporain, mais je l'avais baptisé comme ça il y a 30 ans. Ce serait aujourd'hui, je ne l'appellerais pas contemporain. Donc souvent, on a remplacé ce terme par la musique moderne, au sens large, c'est-à-dire toutes les musiques populaires d'aujourd'hui, et aussi les musiques dites savantes. Mais la musique savante, c'est effrayant. Musique contemporaine, effectivement, quand on dit au musée d'art contemporain, tout de suite, on a le sentiment qu'on va aller voir des toiles. On pense à Soulage. Oui, exactement. Donc voilà, j'ai envie de dire que ce terme, historiquement, est daté aujourd'hui. Alors, vous avez changé le nom de l'orchestre après, il y a eu une raison, c'est une évolution, c'était un changement de cap musical? Alors, en réalité, le OC continue. C'est aujourd'hui Bruno Mantovani, qui est compositeur, chef d'orchestre, qui a pris la succession. Il y avait donc le OC qui était une formation de 15, 20 musiciens, 25 musiciens. Et quand il y a une dizaine d'années, j'ai eu l'idée de créer OSE, l'idée était de créer une formation symphonique de 80 musiciens. Donc le OC est resté le OC. Et puis on a baptisé OSE cette formation. C'est pas un hasard d'appeler un ensemble orchestral OSE. Oui, parce qu'il y a toujours l'idée de la modernité. C'est un slogan, oui. C'est ça, c'est un peu un slogan. OSE, oser, audace, audacieux. Certains avaient dit orchestre symphonique européen ou orchestre de Saint-Étienne. Chez non, c'est ni OSE, ni OSE, c'est OSE, tout simplement. Alors on va parler de votre ouvrage. Rappelez-nous, parce que on a juste la couverture arrière du livre. Oui, OSE, une poétique de l'orchestre. Parce qu'évidemment, dans ma démarche de chef d'orchestre, il y a une chose qui est essentielle. Si je suis passé de Hendrix à Ravel et à Wagner, c'est pas pour des questions de langue musicale. C'est une passion que j'ai toujours eue pour le son. La musique avant tout, avant d'être un langage, avant d'être une expression d'une émotion, c'est d'abord le son. Et donc, une poétique de l'orchestre, c'est pour moi un son, quand on l'émet avec une force intérieure, avec un engagement, et ça se sent dans le son. Et c'est ce que j'appelle la poésie du son, l'énergie du son, la poésie du son. Avec tous les orchestres avec lesquels j'ai travaillé, jouer les notes, j'ai jamais trouvé ça très satisfaisant. Derrière, on disait, qu'est-ce qu'on va chercher dans le son pour dire l'émotion, pour dire les passions humaines. Et pas simplement dans le phrasé, vous voyez, dans la temporalité ou dans le tempo, mais dans le son. Ce que j'appelle la poétique. Et donc tout le travail qu'on a fait avec cet orchestre pendant 10 ans, puisqu'il y a eu 10 ans d'existence, c'était de creuser et d'aller chercher par-delà les notes ce que la matière, le son, donc la digitalité des musiciens, le souffle, le cœur en fait, pouvait nous dire de la musique, d'où le terme une poétique de l'orchestre. Et en même temps, vous aimez tous les types de musique. J'ai eu le plaisir de découvrir un ami commun que vous avez cité à 2 reprises, mon ami Jean-Paul Chauzelan, donc le fondateur du Rhino Jazz, festival qui existe toujours et que je connais bien. Jean-Paul est un ami. Donc le jazz aussi vous plaît? Oui, parce qu'au fond, la musique d'aujourd'hui, elle est au carrefour. On parle de world music, finalement la musique dite savante. On a fait des liens avec le rock, avec le jazz bien sûr. Alors on va parler du livre. Moi je ne suis pas du tout un mélomane, mais j'ai eu quelques inquiétudes aux premières pages, puis après je m'y suis vite fait. Ce que j'ai apprécié, c'est la volonté du chef d'orchestre que vous êtes de
consulter régulièrement, avant, après, pas pendant bien sûr, parce que c'est une répétition ou un concert, mais comment les musiciens voient l'œuvre au final, quel qu'il soit violoncelliste, flûtiste. Oui, écrire un livre et laisser une trace d'un orchestre, si on ne s'adresse pas, et si on n'interroge pas ceux qui sont l'âme de l'orchestre, c'est dommage, parce que le chef d'orchestre c'est une chose, mais il est un des musiciens de cette entité qu'est l'orchestre. Donc pour moi c'est important de recueillir pour nous, pour David Christoffel, qui était notre troisième voix, de recueillir le sentiment des musiciens et de partager aussi ce qu'a été pour eux l'expérience de l'orchestre. Est-ce que c'est partagé ça? Est-ce que beaucoup de chefs d'orchestre consultent régulièrement, dialoguent avant, après, avec leurs exécutants, entre guillemets, bien sûr? Oui, j'ai envie de dire oui quand on est un orchestre chef permanent. Oui, quand on travaille au-delà de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, on a créé de tels liens fraternels et d'amitié avec les musiciennes et les musiciens que il y a un échange comme ça qui est très humain, qui est, j'ai envie de dire, chambriste, dans l'esprit de la musique de chambre. Donc effectivement, oui, c'est courant. Alors ce qui m'a surpris, parce que j'en avais jamais entendu parler, c'est que vous ouvriez les répétitions, soit à des enfants, soit à des passionnés de musique, voire pas l'homme de la rue, mais des gens ordinaires, sans irrespect bien sûr. Et dans quel but? C'est-à-dire de recueillir aussi leurs impressions. Et vous en teniez compte aussi de certaines remarques, des choses qui vous ont marqué? Je dois vous dire que quand on fait une répétition à vide, une salle à vide, on joue, on est concentré, les musiciens sont concentrés, etc. Mais il suffit qu'on ait un public, quel qu'il soit, pas forcément le public des grands soirs, mais un public, un auditoire, tout à coup on a un engagement différent. Et on est plus engagé dans l'expression par exemple. Donc il y avait un gain pour les musiciens. Et ce qui était une fabuleuse expérience pour ces jeunes gens ou le public qui écoutait, c'est qu'en l'espace d'une demi-heure, ils assistaient à une espèce de gradation d'une musique qui se joue au premier degré, et puis tout à coup qui s'affine et qui porte du sens. Et pour eux c'était un émerveillement de voir combien en une demi-heure de temps, 3/4 d'heure, ou quand il restait 1h30, la musique quittait la note pour devenir un son et pour devenir une émotion. Et on avait toujours un échange, faisant en sorte qu'aux pauses, les musiciens et le public présent, on a un échange sur leur impression. Ils en redemandaient, ils revenaient, et c'était magnifique, vraiment magnifique. Alors, autre question d'un béotien, vous avez dirigé successivement vos propres orchestres, mais vous avez aussi souvent dirigé des grands orchestres. J'ai vu dans les documents que nous mettrons à disposition de nos internautes, que vous avez par exemple dirigé l'orchestre de la Rai, je l'évoquais tout à l'heure, et d'autres orchestres un petit peu partout, voire des orchestres étrangers. Quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué à travers toute cette déambulation musicale? J'ai dirigé à peu près 80 orchestres, donc l'expérience est vaste. On ne va pas tous les citer. On ne va pas les citer, mais pour répondre à votre question, Pat, je dirais les orchestres russes. Vous savez, quand on parle de l'âme slave, il y a une âme latine, il n'y a pas qu'une âme slave, mais le rapport qu'entretiennent ces cultures avec la musique, c'est existentiel. Peut-être parce qu'il leur a manqué à un moment donné la liberté, tout simplement. Et donc le théâtre, la musique, c'est un refuge pour dialoguer d'individu à individu. Donc une grande sincérité. Une grande sincérité. Et ce qui m'a frappé chaque fois, vous arrivez au pupitre avec ces orchestres, comme dans tous les orchestres du monde, les cordes frappent sur le pupitre avec leur archet, et la musique commence. Et là, c'est absolument formidable, parce qu'il y a une sincérité, une authenticité que j'ai trouvée évidemment ailleurs, mais particulièrement profonde ici. Alors à vous entendre, le temps passe extrêmement vite. C'est une question générale pour clore un petit peu notre entretien. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes inquiet quand on voit qu'en France, il y a des problèmes budgétaires, mais les budgets de la culture sont en train de souffrir énormément, que ce soit dans le milieu théâtral, musical, chorégraphique? J'ai une grande inquiétude. J'ai une grande inquiétude à la fois pour les structures qui sont pérennes, mais j'ai une grande inquiétude pour ces jeunes gens, ces jeunes artistes émergents qui arrivent. Il y a une quinzaine d'années, il y avait une conjoncture qui était favorable, et je me dis aujourd'hui, une génération qui arrive et qui a besoin fondamental d'expression, où va-t-il trouver cette marge s'il n'est pas soutenu par les collectivités territoriales, etc. Donc pour cette génération qui arrive, oui, je dois dire que j'ai une inquiétude. Mais je suis un optimiste fondamental. Donc je me dis que
l'humanisme qui nous habite, pourra contrecarrer ces turpitudes économiques qu'on traverse. Alors, quand on parle d'un livre, et on va le dire pour terminer, on parle aussi de séances de dédicace, séances de signature. Est-ce que vous en avez en vue? Vous avez, je l'ai évoqué rapidement aussi, deux mairies que vous affectionnez, Firminy et Roche-la-Molière, qui saluent la sortie de votre ouvrage. Est-ce qu'il y a des rendez-vous prévus auxquels on peut participer? Alors Firminy, Roche-la-Molière, bien sûr. Probablement dans les lieux dans lesquels je serai invité, par exemple, si je pense à Saint-Étienne, c'est la librairie de Paris. Ah oui. Il y aura une signature. On est en discussion à Lyon pour des librairies lyonnaises, parisiennes. Et puis, dans le cas de rendez-vous post-concert, par exemple, je dirige le fameux orchestre de la Raille cet été au Festival Berlioz. Il y aura peut-être une signature de livre au Festival Berlioz. Je dirige au Festival de Sisteron. Donc il y aura peut-être aussi une signature à ce moment-là. Plutôt impromptu, mais qui s'inscriront dans le champ d'une présence musicale et artistique. Et votre livre a déjà eu une couverture médiatique, on ne va pas tous les citer, mais notamment j'ai été très intéressé par un média que je ne connaissais pas, Classic News, avec une interview plutôt approfondie. Et puis je voudrais qu'on termine, parce que vous avez aussi un site internet, et ceux qui souhaitent aller plus loin dans la connaissance de la musique contemporaine, vous pouvez nous en donner l'adresse de ce site internet? danielkafka.art, danielkafka.art, et là, il y a beaucoup de musique à écouter, beaucoup d'articles à lire, beaucoup de photos à voir avec des orchestres, et puis cette photo très émouvante avec Pierre Boulez, qui était sa dernière présence sur sa terre natale. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, merci Daniel, d'être venu merci infiniment. nous rencontrer ici au bureau à Saint-Étienne.